Donc l'objectif aussi, c'est de peut-être tordre le cou à des idées reçues, notamment, je voulais vous interpeller là-dessus tous les deux pour commencer. La semaine dernière, sur une chaîne parlementaire que je ne nommerai pas, j'ai entendu une consoeur que je ne nommerai pas de la presse écrite, presse économique, quotidienne, je ne citerai pas de nom, qui a déclaré, je cite, « Le tiers-lieu, c'est de la novlangue, c'est un pur produit de la technocratie républicaine ». Est-ce que c'est la définition que vous en avez? Bon, j'imagine que non, mais j'imagine que... Si ça vous embête pas, Céline, on va commencer par vous. Alors, novlangue, oui, on pourrait dire que c'est un mot, au sens que c'est un mot fourre-tout, et que derrière coworking, enfin un tiers-lieu, il y a plein de choses qui se cachent. Donc j'ai dit coworking, mais il n'y a pas que ça. Hein, c'est un... Je vais faire ma propre définition, mais qui pourrait, il y en a autant que de personnes, je pense. Mais en tout cas, c'est des nouveaux lieux de travail et aussi de partage et de mutualisation. Moi, donc je m'occupe de Wellio, qui est une activité coworking lancée par la foncière Covivio il y a 1 an et demi, qui était pour répondre aux nouveaux modes de travail demandés par nos utilisateurs, inspiré justement de ce qui venait des États-Unis, avec cette volonté de créer plus de liens entre les travailleurs, aussi bien des grandes entreprises, mais que des freelances. Et ça fait 18 mois qu'on existe, et c'est pas qu'un concept et un mot. Il y a nos 4 sites sont pleins, et on est encore en phase de développement. Et il y a une vraie demande qui se confirme, notamment de la part des grands groupes, pour venir travailler dans ce type de lieu. Patrick Lévy-Vetz, on l'a vu lundi dernier, tout le gouvernement s'est pressé pour être auprès de vous sur la photo. Un peu quand même. Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires. Julien Normandie, ministre de la Ville et du Logement. J'en oublie sans doute. Donc les tiers-lieux, suite à votre rapport, il y a maintenant 9 mois, c'est quand même quelque chose qui commence à être pris au sérieux, malgré ce que peuvent dire certaines journalistes. Bonjour à tous. Bon, je vais tout de suite, comme ça je vais mettre les pieds dans le plat. J'imagine que votre consoeur, que vous n'avez pas cité, sur un plateau vous n'avez pas cité, avec probablement des intervenants aussi, moi je conseillerais vivement d'aller dans les territoires, avant même de parler de la ville. Je conseillerais vivement de discuter avec les gens des tiers-lieux, ces citoyens qui ont choisi et mis en place des lieux de vie, de partage, de travail, comme ça vient d'être dit. Je l'invite fortement à regarder comment est né ce mouvement, né aux États-Unis, notamment par le mouvement des makers, qui ont été à l'origine, en partie, de ce mouvement-là. Je recommanderais vivement, au-delà d'aller d'un territoire, de prendre l'avion, d'aller aux Pays-Bas, en Israël, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, pour voir s'exprimer ces nouveaux lieux, qui puissent être privés ou d'économie sociale et solidaire en France, qui puissent être associatifs, et qui dit quelque chose sur notre société. Et je l'inviterai à la fin à imaginer que les générations qui viennent et qui souhaitent et qui sont à la recherche, au fond, d'une autre façon de travailler, parce que la société change, parce que le numérique impose son mode opératoire d'une certaine manière, parce que les territoires désertifiés cherchent à retrouver une dynamique et une capacité à refaire société ensemble, que ceux qui n'ont pas de travail cherchent à retrouver des moyens de recréer du lien social. Je l'inviterai vivement à s'interroger sur la société qui s'ouvre, des opportunités qu'elle offre, évidemment des inquiétudes qu'elle génère, mais surtout ce mouvement est un mouvement qui, à l'évidence, est un mouvement très profond dans la société, qui appelle une société plus horizontale, décloisonnée, et qui probablement sont les premiers lieux qui interrogent l'interdisciplinarité. François Tadei, le sociologue et chercheur, en parle souvent, et qui permet tout simplement de fabriquer des choses qu'on ne fabriquait pas, parce qu'avant, les murs étaient érigés entre les disciplines, les types d'actions en tant que tels. Donc je l'inviterai à faire preuve d'un peu de curiosité. Très bien. Peut-être que je vous dirai en micro de qui il s'agit. Je ne veux, justement, on ne va pas la livrer à la vindicte de la salle.
Céline Leonardi, justement, vous, dans un de vos 4 lieux parisiens, vous décloisonnez les frontières. Et Orange, qui est votre premier preneur à bail, pour dire autrement, votre premier locataire de Covivio, dont Wellio est une émanation, c'est aussi Orange qui a décidé à la fois d'avoir du coworking pour les siens, mais aussi pour partager avec d'autres entreprises. Est-ce que vous pourriez déjà un peu nous raconter cette expérience, vous qui êtes très immobilier entreprise, mais qui veut dire aussi quelque chose sur la nouvelle façon de travailler aujourd'hui? En fait, l'exemple de ce site est un bel exemple de ce qui vient d'être dit, puisque ce site est à Montmartre, qui était un quartier résidentiel, donc on ne trouvait pas particulièrement de bureaux. Donc Covivio était effectivement propriétaire d'un immeuble qui date des années 30, qui était occupé entièrement par Orange, mais depuis l'origine. Et Orange avait, avec la miniaturisation de ses équipements, n'avait plus besoin de toutes les surfaces et se posait la question de comment mieux occuper ces espaces-là. Et en croisant en fait nos 2 réflexions, qui étaient pour nous finalement d'accompagner nos clients dans leurs besoins, mais aussi de faire des travaux et aussi de lancer notre offre Wellio. Et notre réflexion sur ce que pouvait être cette offre et répondre mieux aux besoins, on s'est dit, on va repenser cet immeuble, parce qu'on va réduire l'assiette de bail d'Orange uniquement sur ses besoins privatifs. Donc finalement, au lieu de 6, ils ont 3 étages. Et on est venu mettre un Wellio sur le reste des surfaces dans lequel il y a uniquement les services, les salles de réunion, et de créer en fait un noyau, je dirais, on appelle ça espace de convivialité, c'est un peu réducteur, mais c'est un peu l'endroit où tout va se passer. Et dans cet espace-là, finalement, vont se mélanger les coworkers, nomades, les entreprises qui sont installées chez nous, mais aussi Orange et ses différents départements. Et en fait, la mayonnaise a pris, puisqu'ils se rencontrent tous. Quand on les interroge, ils disent qu'avant, ils ne se voyaient jamais, que jamais ils auraient pu échanger ou créer des choses, justement parce qu'il y avait des murs et des cloisons entre eux. On travaille aussi beaucoup avec des partenaires locaux au sens restauration, etc., pour développer un écosystème qui devient en dehors du bureau. Donc on n'est plus que dans l'espace de travail. Et on va aussi peupler différemment, finalement, ce quartier de Montmartre, qui était un quartier plutôt village. Et on voit que ce n'est pas le seul en fait, quartier qui s'est transformé grâce à l'émergence de ces nouveaux lieux, puisqu'on peut citer Gare de Lyon, qui avait un petit peu plus de bureaux, mais il n'y en avait quand même pas beaucoup. Et aujourd'hui, ça prend une nouvelle tournure. Il y a eu d'autres phénomènes comme ça dans d'autres quartiers plus résidentiels, et on voit qu'on aime plutôt aller dans des quartiers villages. Donc les fameux quartiers d'affaires se diffusent et changent finalement de visage aujourd'hui. En fait, les tiers-lieux, c'est des promesses d'amener de la vie dans des quartiers de ville aujourd'hui où il y a moins de vie une fois que les horaires de bureau sont terminés. Et pas que de ville, parce qu'on a parlé tout à l'heure de territoire. On peut citer l'exemple de Bordeaux ou de Marseille, dans des anciennes friches industrielles qui étaient inoccupées ou occupées différemment, où finalement on est venu s'installer là et on va développer des espaces où justement des personnes en recherche d'emploi ou porteurs de projets qui vont venir s'installer ici et travailler ensemble et créer de nouveaux, au-delà du fait de créer et de repeupler une ville ou des friches, on va aussi générer de nouvelles initiatives et de nouveaux projets qui peuvent être aussi bien privés que publics, que les deux. Oui, et Patrick Lévy-Vetz, justement, il y a aussi cette promesse d'installer des tiers-lieux dans chaque gare du Transilien en Ile-de-France. Il y a aussi la station à Saint-Omer, dans le nord, ce projet de garder 300 mètres carrés de gare et garder 3000 mètres carrés pour faire du coworking, des tiers-lieux, du Fab Lab. Voilà, on est un peu sorti de l'Île-de-France, du Grand Paris, mais c'est des exemples. Est-ce qu'on peut les reproduire ? Vous en avez beaucoup des exemples, y compris en Île-de-France. La Cité Fertile, où l'événement, le lancement du programme gouvernemental a été annoncé lundi. Il y en a beaucoup, hein, des terrains. Cité Fertile, c'est à Pantin, c'est ça ? C'est à Pantin, absolument. Alors, peut-être pour reprendre en fait, le fondement, j'étais tout à l'heure ironique, mais pour répondre à votre question, en fait, il faut bien comprendre pourquoi ce mouvement est un mouvement de fond. D'abord, nous avons 4 grandes révolutions qui sont à l'œuvre actuellement dans notre vie quotidienne et d'où découle cette nouvelle envie de travailler différemment. La première grande révolution, celle du numérique, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, on la connaît. Elle décloisonne, elle permet de travailler à distance. Et comme la loi télétravail, puisque le télétravail est devenu par la loi Pénicaud un droit qui n'est opposable, qui est opposable par le salarié, si on a renversé le charge de la preuve,
il y a une volonté de plus en plus forte de pouvoir, en effet, travailler à distance. Pas simplement parce que le numérique le permet, et c'est la deuxième révolution à l'œuvre, parce qu'il y a comme une prise de conscience provoquée en partie par la problématique des transports et des mobilités, où vous passez seul pays où la majorité des Français du pays passent 1 heure le matin, entre 1 heure et 1h30 le matin, 1 heure à 1h30 le soir. Alors quand on est dans le Grand Paris, on appellera ça des bétaillères. Et quand on est dans les territoires, on appelle ça des bouchons pour entrer et sortir des grandes villes où l'emploi est le plus présent. Et donc quand vous passez 2 heures de transport dans la vie, il y a un moment donné où le bon sens reprend sa place. Hein, c'est comme l'huile qui remonte à la surface de l'eau. C'est à un moment donné, si tu vas se dire, mais ça sert à quoi de passer 2 heures quand je peux travailler chez moi de la même manière? En tout cas, une partie de chez moi ou précisément dans des tiers-lieux ou dans des lieux de travail. Ça, c'est la deuxième révolution qui vient s'encapsuler avec une troisième, qui est la révolution évidemment environnementale, qui n'est pas une révolution portée par les États, mais qui ont du mal, parce que les politiques publiques, c'est extrêmement complexe à changer, mais qui est en train de porter par les citoyens. Toutes les statistiques et toutes les enquêtes d'opinion montrent que la génération de ceux qui arrivent aux affaires, ceux qui rentrent dans le monde actif, 70%, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, 70% des actifs, plus de 50% des actifs dans les 4-5 ans qui viennent auront entre 18 et 30 ans. Cette génération-là est une génération qui cherche du sens, à redonner du sens, et quoi de plus important que le sens que l'on donne à sa planète, c'est-à-dire là où on vit. Cette révolution-là, elle crée aussi des enjeux sur les mobilités. Évidemment, je prends la voiture. Alors, à Paris, aux régions parisiennes, d'abord, plus vous êtes éloigné de Paris, plus vous utilisez la voiture. Plus vous êtes dans Paris intramuros, d'une certaine manière, vous avez tous les transports qui sont là. Donc, vous avez un enjeu d'infrastructure de transport. Et quand on mélange ces 3 révolutions que je viens d'évoquer, ça dit bien qu'il y a besoin de trouver une autre façon de faire, et en l'occurrence, une autre façon de travailler. Et ces lieux répondent. Et pour aller complètement à votre question, mais j'ai voulu repartir de là, évidemment, les nœuds de transport, là où ce qu'on appelle dans la technocratie ou dans le langage technocratique les flux pendulaires, hein, je l'ai appris quand je me suis mis à travailler sur les tiers-lieux à la demande du gouvernement. Les flux pendulaires, c'est les flux entre domicile-travail. Bon. Si vous mettez au point névralgique, là où il y a de la place, en l'occurrence près d'une gare, mais pas forcément près d'une gare uniquement, dans ces lieux-là, si vous redonnez vie à ces espaces et que vous leur permettez de travailler à des lieux, vous pouvez travailler 2 heures et prendre le train quand c'est pas plein, dans des conditions beaucoup plus satisfaisantes, pas aux heures de pointe, vous n'êtes pas obligé, etc., etc. Donc vous avez plein de façons d'envisager le travail en prenant en compte la réalité de ce qu'est l'engorgement des 2 heures le matin et 2 heures le soir, qui rend absolument impossible d'avoir une vie apaisée, c'est-à-dire un équilibre vie privée, vie professionnelle, qui est dans l'aspiration de tous un des tout premiers points qu'évoquent les salariés, et en tout cas ceux qui travaillent. Enfin, dernière révolution, c'est une révolution encore plus profonde, à mon avis c'est la plus profonde, c'est que toute notre économie, toute notre science, toute la connaissance que nous avons a bâti des systèmes éducatifs autour de la dissociation entre j'apprends et je mets en œuvre. J'apprends et je fais. On va à l'université, on apprend et après on fait. Alors certes, il y a l'alternance, mais d'abord ça marche peu dans notre pays, ça a toujours marché. Il se trouve qu'on est dans une révolution telle qu'on ne connaît pas 50% des métiers de demain. Donc ce que vous apprendrez à l'université, ce que vous apprendrez, je parle que de l'université, c'est-à-dire de la couche supérieure de la population, ceux qui peuvent accéder à l'université. Vous sortirez de l'université, vous pourrez jeter la compétence technique, ce sera obsolète. Et ça oblige à penser l'apprentissage, le système éducatif en faisant la jonction entre j'apprends en faisant et je fais en apprenant.
Et c'est la révolution du faire, c'est la révolution de la science cognitive, et donc de la capacité à penser et à agir différemment. Donc en fait, on va être dans une société, c'est vrai, du codage. Regardez le codage, dont on a des besoins considérables on sait que c'est un gisement d'emploi considérable. Les jeunes, ils apprennent en faisant. Ils font un projet en apprenant. Ils apprennent en délivrant pour des entreprises, pour des associations, etc. Et donc cette révolution du faire, qui est vraie pour ceux qui vont à l'université, est encore plus vraie pour la révolution des métiers manuels, dont on a pensé pendant un temps, on a tous pensé ça, ou beaucoup pensé que c'était formidable d'amener 80% d'une classe d'âge au bac, et puis à la fin, on n'a plus de menuisier, on n'a plus de plombier, on n'a plus personne qui fait des métiers magnifiques et qui résolvent des questions incroyables et qui gagnent formidablement bien la vie, bien mieux que beaucoup qui partent à l'université. Je fais la blague à chaque fois, bien mieux que les journalistes. Pardon ? Je fais la blague à chaque fois, bien mieux que les journalistes. Ça dépend lesquels. Mais en tout cas, cette révolution de l'action, de l'apprentissage et de la connaissance fait que cette révolution, elle conduit à créer de nouveaux lieux. Alors on va parler, on a commencé à le dire, mais c'est pour ça que ces lieux, c'est un mouvement de fond. C'est pas un mouvement de fond parce que des gens ont décidé d'en faire. C'est parce que c'est la seule façon. On aurait pu parler d'une 5e révolution qu'on est en train de passer du monde de la propriété, qui était au cœur du capitalisme, au monde de la location. C'est-à-dire, en fait, on n'achètera plus rien dans les années qui viennent. On loue des machines, on loue du temps, mais on n'achète plus rien. Même les appartements, on ne les achètera plus, on louera les voitures, l'accès à la propriété, c'est fini. Donc on est en train de changer complètement de modèle, et ce modèle-là, il implique de nouveaux types de lieux qui répondent à de nouveaux types de besoins et qui répondent à des nouvelles aspirations. Céline Leonardi, Patrick Lévy-Vest l'a dit, on aura toujours besoin des plombiers dans les tiers-lieux et dans le coworking. Comment vous préparez justement les métiers de demain et les lieux de demain ? Parce que les lieux que vous livrez aujourd'hui ne répondront peut-être plus aux attentes dans 5 ans. Comment vous anticipez tout ça ? La question de l'obsolescence, elle est importante parce que effectivement, on pourrait dire que dès qu'on ouvre un espace, il est déjà plus d'actualité. Donc déjà, c'est de penser un espace le plus flexible et le plus réversible possible, d'éviter les tendances, parce que dans tendance, tout est dit, et de penser, aujourd'hui, on s'inspire beaucoup de la muséographie pour penser nos lieux. Donc un musée, finalement, ça peut accueillir tout un tas d'expositions et se renouveler régulièrement. Donc c'est de penser plus comme une coque qui va pouvoir accueillir plusieurs choses. C'est beaucoup de retours d'expérience, donc c'est travailler en permanence avec nos utilisateurs, les nouvelles générations, et de faire avec eux des séances de travail pour voir ce qui marche pas, leurs attentes. Là, on avait déjà un premier retour d'expérience en 18 mois sur finalement, derrière ce mot coworking, il y a une partie de nos sites qui est du coworking nomade, mais on voit que c'était pas ceux qui étaient les plus utilisés. On avait une appétence des entreprises pour venir partager dans ces lieux certains espaces qui permettent, donc je parlais d'espaces de convivialité, donc on pourrait dire restaurant, lobby, enfin plein de choses comme ça. Mais par contre, leur espace de travail avait plutôt envie de le garder pour eux et mais c'était aussi lié à des besoins de confidentialité et de sécurité des données. Donc là, on est en lien avec tous ces sujets informatiques. Donc on voit en fait qu'il y a plusieurs choses qui changent. Et le coworking, finalement, on voit que ça représente peut-être 5%, vraiment la personne qui va venir travailler quelques heures. Mais c'est lié à la situation géographique de nos sites et aussi à la couleur qu'on a pris, qui est très orientée grandes entreprises. On peut voir qu'au départ, on a justement attiré principalement des grands comptes et qu'aujourd'hui, on a des sites qui sont vraiment mixtes, qui accueillent à peu près 50%. Par celui de Marseille, 50% c'est grands comptes. Et à Paris, on est plus sur 70%, mais on accueille aussi des plus petites structures, finalement, qui se mélangent et qui ont tendance aussi à se pérenniser. C'est pas forcément des gens qui viennent pour juste rester quelques mois. En fait, ils veulent venir pour vivre le travail différemment. Donc ça rejoint ce que vous êtes en train de dire, enfin ce que vous venez de dire. D'accord. Et comment expliquez-vous, par ailleurs, qu'il y a des études qui sortent, j'en ai vu une passer il y a quelques semaines, comme quoi des études souvent qui sortent justement, qui expliquent qu'un quart des salariés maintenant se sentent isolés entre le télétravail, le coworking, le flex office, le travail flexible, pardon, où ils n'ont pas forcément de place attitrée, mais ça c'est des politiques d'entreprise qui sont un peu étranges, pour rester poli. Comment vous
vous expliquez à vos entreprises clientes qu'elles ont tout intérêt à recourir à votre service. Comment vous faites de la pédago, en d'autres termes? Sur cette notion d'isolement et sur tout ce qui va avec, notamment la peur du flex-office, parce que c'est un sujet qui revient. Alors nous, on ne propose pas nos entreprises d'être en flex-office, parce qu'elles ont leur propre espace de travail, mais c'est une question qui est très liée, qui est très proche, comme tous les mots se ressemblent. Ça passe aussi par un changement managérial et des ressources humaines. C'est une façon de travailler qui est différente, pas uniquement spatiale. Donc s'il n'y a pas tout un changement qui est fait global, donc je m'explique, juste mettre des bureaux et dire bon, aujourd'hui tu ne pourras plus t'asseoir à ton bureau, tu n'auras plus ton bureau, tu devras aller là où il y a de la place, ça ne suffit pas. C'est de dire qu'aujourd'hui, c'est tout l'immeuble qui est à toi, pas uniquement ton bureau, que tu es libéré, que tu vas pouvoir travailler des espaces qui sont conçus pour l'usage dont tu as besoin. Si tu as envie de travailler avec ton équipe, tu as un espace projet. Tu as envie de travailler seul, tu peux aller t'isoler. Donc, ce n'est pas juste ça. Et après, souvent, la question qui revient, c'est le management intermédiaire qui se sent un peu perdu si du jour au lendemain, il n'a plus son équipe à côté de lui. Mais ça marche aussi bien pour le flex-office que pour le télétravail, puisque finalement... on ne les voit pas non plus. Donc il y a une vraie question de qu'est-ce que j'attends et quels moyens de contrôle je mets, parce que c'est un vrai changement sur la responsabilisation, l'autonomisation. Et je pense que c'est aussi en lien avec ce que disait Patrick sur le côté. On a cette quête de sens, mais aussi de responsabilité et de contribuer à quelque chose. Donc plus on va les responsabiliser et leur faire faire, et plus faire de l'apprentissage, on leur fait faire et on leur autorise l'erreur, moins il y aura besoin de ce contrôle physique et spatial de les avoir là. Donc après, comment est-ce qu'on incite à les faire venir chez nous et ce qui leur convient, je dirais quand même le contrat, ce côté contrat flexible, on n'est plus obligé de s'engager sur 3 ou 6 ou 9 ans, mais au mois, ou même à l'heure. Ce fait d'être libéré pour eux et de ne pas avoir de leur permettre de prévoir leur croissance au fur et à mesure, ça c'est un vrai outil. Après, le bénéfice du bien-être de leurs collaborateurs, ça marche beaucoup par les services. Donc c'est des questions qu'on nous pose, qu'est-ce que vous proposez comme service? Il y a les services IT, qui sont importants c'est la première chose qu'on nous demande, notamment le Wi-Fi, être connecté, donc révolution du numérique. Et après les services pour finalement qu'ils se sentent bien. Mais le premier service finalement qui va faire qu'ils se sentent bien, c'est quand même ces lieux de communauté où ils vont rencontrer d'autres personnes. Et je parlais d'Orange tout à l'heure, celui qui avant technicien qui travaillait tous les jours sur ses plans, en fait le fait qu'il descende et qu'il puisse parler à d'autres personnes et puis réfléchir à autre chose, ça c'est quelque chose qui plaît. Ça permet donc, Patrick Lévivette, de décloisonner aussi les modes de pensée. Oui, pour répondre à votre question, toujours pour avoir quelques repères chiffrés, 70% de ceux qui arrivent et qui sont majoritaires sur le marché du travail veulent être autonomes et indépendants. Ça répond à quoi? Ça répond à 2 phénomènes de société. Le premier, c'est que c'est la première génération, ces générations qui arrivent sont les premières qui ont connu leurs parents et leurs grands-parents au chômage. On a tous connu. Ceux qui ont 18 à 30 ans ont connu parents ou grands-parents ou des générations entières au chômage, ont compris non pas ce qu'on disait dans les années 80, que l'homme était une variable d'ajustement, mais que c'était un état de fait, un principe de réalité, qu'on n'aurait plus un job en permanence et que tant qu'à devoir avoir un job plus en permanence, d'en avoir plusieurs, de devoir de toute façon quitter l'entreprise, valait mieux se mettre à son compte, ou en tout cas tenter une aventure autonome qui leur permettait de retrouver une forme d'aspiration, de liberté et d'autonomie. Mais ça a son corollaire, ça se parle pour les indépendants et je reparlerai après des salariés, ça a son corollaire, c'est que quand je veux être autonome, je suis seul. Et donc, on n'a jamais vu, comment dirais-je, il y a toujours une conséquence ou un dommage collatéral, oserais-je dire, à une aspiration profonde. Mais cette aspiration, elle ne va pas changer. En revanche, la demande des générations qui viennent, et je parle des générations parce que ça s'étend de plus en plus, mais c'est évidemment de retrouver des collectifs et des lieux dans lesquels ils peuvent repartager, d'où l'émergence de ces lieux dont on parle. S'agissant des salariés, c'est pratiquement la même chose, c'est qu'il y a une aspiration à l'intérieur des entreprises à sortir des modèles, surtout pour les grandes entreprises, de faire des reportings pour son patron qui fait des reportings à son patron qui fait des reportings à son patron. Et ce système d'enfermement dans lequel la créativité, l'innovation, la capacité à prendre des initiatives est devenu quasi infaisable, rend autant fait que les gens aspirent à une autre façon de travailler. Et donc, ça a conduit les entreprises, dans un premier temps, à elles-mêmes, rejoindre des lieux comme celle qu'évoque Céline et Wellio et d'autres,
et à sortir d'abord leurs équipes d'innovation. En fait, l'origine, les grandes entreprises sont rentrées par la clé de l'innovation. Pourquoi ? Parce que comme de toute façon, à l'intérieur des grands groupes, on ne pouvait pas innover. La question était comment est-ce qu'on est capable de travailler avec des startups. Or, les grandes entreprises étaient foutues de travailler avec des startups, incapables d'innover et de disrupter leur manière de faire. Donc il a fallu sortir des directions d'innovation, leur laisser la créativité et de faire des ponts avec les startups. Et puis vous mettez le doigt et vous finissez par y mettre le bras parce que vous découvrez que tout simplement il y a plus de réalité, plus d'engagement, plus de satisfaction, etc. Enfin, dernier point, sur cette question-là de la solitude, les entreprises, elles ont, ça vient d'être très très bien dit par Céline, il y a un enjeu absolument majeur de management. Le management français, c'est un management qui s'est fait hiérarchique, absolument hiérarchique. Pyramidal. Et nous sommes rentrés dans un monde qui est totalement latéral. Parce que de toute façon, la même information au même moment est connue du patron et du dernier salarié. Regardez la crise, la dernière crise en date dans les grands groupes qui est Carlos Ghosn. Le premier des salariés est au courant en même temps que Carlos Ghosn de son arrestation, à la seconde même. Autrement dit, on voit bien qu'on ne peut plus manager de la même manière, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y avait derrière la hiérarchie ? Il y avait l'information était en haut et l'exécution en bas. Maintenant, l'information est en haut. Donc si l'exécution que vous demandez ne correspond pas à ce que pensent les gens, ils bloquent et ils refusent de faire quelque chose de stupide. C'est absolument la problématique qu'ont les grandes entreprises dans leur mutation. Elles sont confrontées à ça et donc mettre des équipes, utiliser les espaces qui naissent et qui sont plus latéraux, ça permet évidemment de changer la culture des entreprises. Je voudrais juste ajouter une dernière chose, c'est que la question n'est pas une question de choix. C'est là une réalité qui s'impose au système. C'est une réalité qui petit à petit prend langue. C'est pour ça que vous avez des Fab Labs dans les entreprises. C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, très au fait de ces sujets, pousse beaucoup les Fab Labs dans les écoles. C'est pour ça que d'ailleurs, une de ses premières décisions a été de mettre un Fab Lab à l'intérieur du ministère de l'Éducation nationale, parce que la révolution et les révolutions qu'on évoquait tout à l'heure, elles produisent et elles questionnent un changement complet de mode opératoire et de mode de travail. Et c'est vrai que la question, le management est complètement confronté à ça. On lui a appris d'aller à gauche, on lui demande d'aller à droite, mais on ne l'a pas formé pour faire le pont entre le monde d'hier et le monde de demain. Ou la solution, c'est de l'intrapreneuriat, comme Wellio, chez Covivio, ex-foncière des régions. C'est vrai que finalement, c'est l'autodisruption. C'est vrai que finalement, Wellio Covivio a fait cet exercice-là avec Wellio, puisque Wellio, c'était au départ 2 personnes qui devaient travailler sur un modèle de ce que pourrait être ce nouveau mode de travail pour Covivio. Et donc a mis une équipe qui a grandi, puisque de 2, maintenant on est une quinzaine en 1 an et demi. Et qu'on travaille avec on a une façon de travailler qui n'est pas tout à fait comme celle de Covivio, c'est-à-dire que face à une grande entreprise avec qui était très processée, où quand j'exprime je fais un geste de grande roue qui tourne, etc., qui est très organisé, etc. Nous, clairement, chez Wellio, on a fait du test and learn en même temps et on a fait l'exercice du faire. Donc l'exercice du faire peut être parfois anxiogène, parce que, je le dis tout à l'heure, j'ai parlé droit à l'erreur, il faut tester, puis c'est pas grave, on a cette réactivité nécessaire pour justement que le retour d'expérience, pour retenter quelque chose. Et aujourd'hui, cette innovation-là, alors Covivio a pas finalement mis une équipe à l'extérieur de ces murs, on l'a gardée chez nous, et a tenté, a créé cet embryon qui prend de l'ampleur et qui finalement aujourd'hui travaille en transversalité avec les autres entités de Covivio, ce qui fait que c'est Covivio qui finalement, de cet embryon d'entrepreneuriat, finalement c'est tout Covivio qui est contaminé, si je peux dire, en tout cas dans le sens positif, par l'innovation. Vous voulez dire quelque chose, non ? Je vois qu'il y a nos amis du RIX qui viennent d'arriver. Les professionnels de l'immobilier, les chercheurs, défricheurs de nouvelles tendances. Donc, est-ce que c'est l'immobilier de demain, ces nouvelles formes de travailler ? Plus exactement,
les nouvelles formes de travail Désolé, Alexandra. sont en train de transformer absolument complètement le marché de l'immobilier. Moi, ma conviction d'abord, premier élément, c'est que le fondement, probablement, parce qu'il ne faut jamais trop l'oublier, la raison pour laquelle il y a un tel engouement du coworking en ville, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, c'est aussi parce que quand vous êtes une entreprise, une PME, une TPE, une grande entreprise, que la vitesse à laquelle le monde va aujourd'hui fait que vous êtes obligé de muter en permanence. Soit vous êtes en croissance forte et donc vous êtes des locaux, des baux 369, ben vous ne pouvez pas en sortir. Soit quand vous, au contraire, vous êtes obligé de réduire la voilure, vous ne pouvez pas en sortir. Et donc vous avez des coûts considérables. Et donc les directions financières, évidemment, font des calculs très savants sur le coût de l'immobilier plutôt que d'être en plug and play, puisque quand vous allez dans un espace de coworking, quel que soit l'espace de coworking, c'est vrai pour les indépendants, mais c'est vrai pour les entreprises, vous louez une place, et puis après, le jour où vous ne pouvez plus, ben, vous partez selon un contrat qui est beaucoup plus souple et qui permet donc de répondre à la volatilité complète de l'activité d'une entreprise. Moi, ce que je crois, c'est que le monde immobilier est en train de vivre l'une des plus grandes révolutions qu'il a connues depuis peut-être 100 ans ou 200 ans. Jamais ce secteur n'aura été autant challengé par ce qui va se passer. D'abord parce qu'on parle des espaces de coworking, mais au-delà des espaces de coworking, on pourrait parler du co-living. Parce que les bâtiments de demain seront des bâtiments dans lesquels vous aurez des espaces partagés, dans lesquels les entreprises ou des gens travailleront en bas ou en haut, auront les espaces de logement en bas, ou au milieu, et finiront par boire un pot sur la terrasse, sur un rooftop, pour faire exactement ce qui est en train de se concevoir. Et j'ajoute que les espaces, que le secteur de l'immobilier, moi qui pilote le programme pour le gouvernement qui va le faire pendant 24 mois, les acteurs de l'immobilier sont très demandeurs à travailler ensemble, y compris dans les quartiers prioritaires de la ville, ce qui ouvre des perspectives tout à fait formidables, parce qu'évidemment, il y a des zones entières dans lesquelles on peut bâtir des choses nouvelles, dans d'autres manières de penser, et qui sont absolument structurantes. J'ajoute que comme les territoires, les villes moyennes, les grandes métropoles, mais les villes moyennes, voire les petites villes, notamment dans les cadres de programmes que met le gouvernement en place, etc., pour soutenir les villes moyennes, ont besoin de bâtir des projets innovants, qui mutualisent un certain nombre d'activités. Si le secteur de l'immobilier veut pouvoir bénéficier de tout un certain nombre de choses dans ces territoires, il faudra que le secteur de l'immobilier participe au projet de territoire que portent les agglomérations, que portent les régions, que portent les départements. Et donc, de facto, le secteur de l'immobilier est en challenge sur la manière dont il raisonnait. Et ça, c'est formidable parce qu'on voit des projets naître magnifiques sur le plan de la cohésion sociale, des quartiers entiers qui mélangent et de façon extraordinairement diverse et très utile des lieux de vie. Ce n'est plus des bâtiments concrets, mais des lieux de vie dans lesquels, en fait, on crée des quartiers là où avant on créait des bâtiments les uns à côté des autres, dans lesquels vous y mettez toute l'infrastructure dont ont besoin des femmes pour avoir les crèches pour les gamins. Je dis les femmes parce qu'en général, c'est rarement les mecs qui restent chez eux. Ça reste encore les femmes qui doivent gérer les gosses. Malheureusement, on est encore dans une société... Je peux en témoigner. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, la révolution qui émerge de cette manière de penser, cette manière de travailler, des révolutions à l'œuvre. Je parlais des révolutions, évidemment, là, qui sont des révolutions, notamment transition écologique, questionne absolument toute la façon dont on fait de l'immobilier aujourd'hui et dont on construit. Il y en a encore qui sont résistants. Il y en a de plus en plus qui embarquent ces phénomènes de transition, et ceux qui seront résistants encore trop longtemps mourront parce que ça ne tiendra pas. Et ça, c'est autant d'opportunités qui sont en train de joindre et de redonner du sens à ce que veut dire faire des choses et faire société ensemble. Voilà, je parlais de donner du sens. Eh bien, ceux qui auront demain, vous aurez des groupes sur Internet qui feront, mais avec beaucoup de force, qui feront des classes actions sur Internet pour boycotter des acteurs qui ne sont pas dans la transition écologique. Ça existe déjà. Oui, mais on le connaît à toute petite échelle. Vous aurez des mouvements profonds sur des entreprises qui n'embarquent pas la demande des citoyens. Et cette société-là, elle a plein de défauts,
Elle a plein de défauts. Je ne suis pas du tout ça, notamment les GAFA, etc. On peut débattre longtemps. Mais elle apporte un décloisonnement de la société et donc une place aux citoyens dans la société qu'elle n'a jamais permis dans le passé et qui porte plein d'espoir, à mon avis, partout, dans les territoires. Évidemment, en Ile-de-France, vous imaginez, avec les enjeux de mobilité, mais évidemment partout. J'aurais un exemple pour illustrer ce que vient de dire Patrick. C'est un Covivio, donc, qui est foncière, a choisi d'investir sur la ville de Bordeaux, de la commune de Bègles précisément. Et en fait, c'était un ancien bâtiment du Tripostal. Et on avait été sollicité par le PA pour un projet qui s'appelle Cité numérique. L'établissement public d'aménagement. Tout à fait. Merci. Pour investir sur la cité numérique qui en fait a vocation à être un hub international de toutes les entreprises du numérique. Donc il regroupe du privé et du public. Donc Covivio est venu, a investi et on a décidé de mettre un Wellio au cœur en fait de cet ensemble de 20 000 m² à peu près. Et la nouveauté, c'est qu'avant, l'histoire serait arrêtée là, avec de la commercialisation, en relation locataire, etc. Mais finalement, en mettant un Wellio, donc certes, on va offrir des postes de travail, des espaces de réunion, des espaces événementiels, certes. Mais finalement, les différents acteurs de la cité numérique, donc la métropole, la région, mais aussi les entreprises privées, sont tournés vers nous en disant « Mais finalement, pour que la cité numérique existe, on a besoin que vous nous aidiez à l'animer et à lui donner vie, avec des projets, avec du sens, avec du contenu. » Avec du lien sur le territoire, en apportant des idées du projet. Donc en fait, Wellio s'est retrouvé à être au centre et on a commencé à animer plusieurs réunions de travail qui tournent autour de qu'est-ce que va être la cité numérique, quels sont ses objectifs, qui y aura dedans, à faire rencontrer des entreprises comme OnePoint, qui est une entreprise de conseil en tout ce qui est data, etc., avec la région pour qu'ils commencent à travailler ensemble, à créer des nouveaux services immobiliers, etc. Et ça, c'est nouveau pour nous parce qu'avant, ce que faisait Covivio, c'était d'être investisseur et finalement, maintenant, il devient animateur et créateur d'un ensemble en fait d'acteurs pour un projet qui est bien plus loin que de l'immobilier pur. Oui, aujourd'hui, les acteurs immobiliers, ils peuvent plus seulement obtenir le permis de construire, livrer l'immeuble et, j'allais dire, se barrer, partir les mains dans les poches. Aujourd'hui, même vous, en tant qu'acteur disrupteur, vous devez arriver avant, animer un peu le pendant et aussi penser à l'après. Pour résumer à gros traits votre propos. Alors, est-ce que c'est on doit, en tout cas, je comprends que c'est le sens de l'histoire aujourd'hui, en tout cas, nous, on a décidé de le faire. On aurait pu dire que la cité allait s'animer elle-même, mais je pense que c'est important d'être là pour fédérer les différents acteurs. Et ça crée en fait finalement un nouveau métier, on devient autre chose que propriétaire. La marque de fabrique de Covivio, c'est d'être partenaire long terme de ses locataires, mais là, c'est une fois de plus... On va dans ce sens-là en leur disant on va vous aider à construire quelque chose et à promouvoir ce rayonnement de la cité numérique. Pardon. Oui, donc justement, et pour faire rayonner tout ça, vous l'avez dit le mot tout à l'heure, Patrick Lévivette a dit le mot tout à l'heure, c'est la transition écologique. Est-ce que justement les coworking et les tiers-lieux, c'est pas une manière de faire la transition écologique en réduisant les trajets domicile-travail, en diminuant les fractures territoriales et justement en étant aussi de mettre tout le monde autour de la table pour trouver des meilleures solutions? C'est à l'évidence une réponse extrêmement importante. Je me souviens, je n'ai plus les chiffres en tête, mais pendant le Tour de France, je fais des 8 mois, les chiffres qu'on m'avançait par les spécialistes d'économie de carbone, rien que ça, juste parce qu'à Lyon, autant que je me souvienne, mais sous réserve, mais vous retrouverez ça dans le rapport qui est en ligne sur le site de la Fondation Travailler Autrement, c'était, je crois, 10% de télétravail des gens qui sont à Lyon, intramuros, ça économiserait 20 millions, 30 millions de tonnes carbone. Enfin, c'est des choses absolument abyssal, enfin c'est colossal, pas bien, colossal. Et ça dit bien que les transitions, on peut tout casser et de l'autre côté, au contraire, penser différemment. Très clairement, les bouchons, donc le CO2, donc les déplacements, c'est en 2 heures par jour. Alors, si vous évitez ça, si vous divisez par 2, vous divisez de façon considérable le CO2. J'ajoute que quand, au-delà même
je disais part de CO2, vous avez dans les territoires les flux pendulaires pour aller d'un village à un autre. Si vous vous mettez à un endroit et que vous êtes capable, évidemment, d'éviter de faire des longs trajets, c'est de la même nature. Vous avez comme ça un ensemble absolument complet entre la question de la mobilité, la question de la vie privée, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, donc du stress, donc des problèmes de santé publique, des coûts de santé publique, et tout d'un coup, vous vous rendez compte on a des capacités d'économiser, au sens propre du terme, dans une société qui a besoin précisément de faire des économies à tout point de vue. Vous pouvez vraiment donner un sens tout à fait particulier dès lors que la société s'y colle. Quels sont les freins, en fait? Les freins, ils sont les habitudes. C'est pour ça que la question de l'obligation qu'ont les gouvernements de fixer des règles, alors on a vu que la taxe carbone n'était pas la bonne, parce qu'on avait juste oublié ce que représentait pour des gens modestes dans des territoires la difficulté économique à avoir une nouvelle taxe. Mais fondamentalement, la question, c'est quelles règles pour bouger nos comportements. On est un des pays au monde, en tout cas civilisé, qui utilise le moins les tri sélectifs. Le moins. Et donc ça questionne notre propre comportement individuel dans une société à bouger. Et donc dans une société qui doit se mouvoir, se transformer. Ce n'est pas simplement les pouvoirs publics qui sont en jeu. Ce n'est pas simplement les entreprises, c'est l'ensemble des citoyens. C'est pour ça que moi je pense absolument que dans les années qui viennent, ce sont les citoyens qui vont bousculer le champ politique et qui vont propulser une transition très forte. J'ajoute, mais pour avoir lu beaucoup d'études et qui lie la question que vous posez, c'est est-ce que la transition écologique, c'est que je ne crois absolument pas que la question, ce qui s'est produit, la surprise de voir les Verts, peu importe, mais l'arrivée d'un candidat à 13% quand on attendait à 7% est un mouvement, comme ça a été dans le passé, alternatif, de gens... je crois que c'est un mouvement en profondeur, dans une société qui cherche de nouveaux repères et qui s'accroche à cette question du sens que j'évoquais tout à l'heure. Or, c'en est un beau, et les tiers-lieux, quel que soit l'endroit dans les territoires, les espaces de coworking, quels que soient les territoires, et le Grand Paris, à cet égard, est tout à fait central, compte tenu du taux carbone qu'on produit, sont des éléments de réponse tout à fait signifiants. Céline Léonardi, justement, vous avez travaillé dans une ville écologiste à Bègles, avec Noël Mamère, qui était le député maire pendant des années. Justement, est-ce que quelle politique environnementale vous mettez en place dans les espaces que vous pilotez? Est-ce que vous imposez le tri sélectif, justement? Alors en fait, donc c'est plutôt côté Covivio, qui est donc des sites où Hélio sont toujours dans des immeubles Covivio, donc Covivio est propriétaire, qui a une politique développement durable sur tous ces immeubles, donc sur la gestion des déchets, sur la labellisation. Donc en fait, Hélio bénéficie de toutes les politiques qui sont mises en place. Après, il y a beaucoup d'initiatives solidaires qui sont aussi mises en place sur le traitement, la récupération. Ça peut être aussi bien du marc de café que la réparation de vélos, que justement en allant solliciter des producteurs locaux. Et c'est tout ce travail-là qui fait qu'on s'inscrit dans le territoire et qui va compléter l'initiative qui est faite par Covivio au niveau bâtiment. Et c'est vraiment des demandes aussi de nos clients d'aller vers ça et qui eux aussi viennent nous voir en disant j'ai un projet, est-ce que vous ne pourrez pas nous accompagner sur... Alors ça peut aller plus loin que le tri que la gestion du déchet, mais on sent qu'ils sont quand même préoccupés par ça et que ce n'est pas quelque chose juste parce qu'il faut le faire. Il y a une vraie volonté de... Ils n'ont pas forcément une politique et ceux qui poussent à le faire, c'est des plus petites structures. Et ils sont assez porteurs de ce genre d'initiative. Alors, quels sont les freins? Vous avez dit le mot frein tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des freins à l'essor de ces lieux différents? Oui, il y en a. Il y a d'abord... là, quand on parle des freins, il faut séparer les freins dans les grandes métropoles des freins dans les territoires. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'évidemment, dans les grandes métropoles, il y a des modèles économiques tout à fait évidents qui font que le privé peut s'y coller facilement, trouver des modèles économiques et donc gagner de l'argent, ce qui est évidemment un élément substantiel pour qu'un modèle économique soit durable. Le deuxième point, c'est qu'en revanche, dans les territoires, comme vous avez moins de densité de population,
vous avez forcément des enjeux de modèle économique. Premier élément, c'est le sens d'ailleurs des propositions que j'avais faites au gouvernement, qui ont été reprises, qui est d'accompagner précisément, quand vous pouvez être rentable en 1 an, à peu près en 1 an dans les grandes métropoles, vous mettez 3 ans dans les territoires. Donc il faut essayer d'accompagner à horizon 3 ans la rentabilité. Je parle de l'exploitation, je ne parle pas premier élément. Donc ça, c'est un sujet absolument majeur. Le deuxième frein, c'est celui qui consiste là aussi plus dans les territoires, mais c'est vrai aussi dans les grandes villes, à mettre des gens autour de la table. Céline rappelait tout à l'heure à Bordeaux, mais c'est vrai partout, mettre des cultures aussi différentes que des acteurs des collectivités territoriales qui ont eu l'habitude de mettre en place des politiques publiques seules, qui ont des règles qui leur consistent à rendre des comptes aux citoyens, parce qu'on élit des gens et on leur demande des comptes derrière, les mettre autour d'une table avec des acteurs du territoire qui sont privés, qui sont publics, qui sont l'État, privés, qui sont de l'économie sociale et solidaire, qui sont des citoyens engagés. Ça demande d'apprendre à travailler avec une intelligence collective et donc à bouger sa manière de penser, de faire, qui est tout à fait sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, mais c'est vrai pour les citoyens aussi, ou pour l'économie sociale et solidaire souvent, ou les privés, qui doivent apprendre les règles de l'autre. Et ça, c'est un sujet qu'on ne sait pas traiter, puisqu'on vit dans un pays cloisonné, système après système, avec des ministères et des collectivités territoriales qui sont verticales. Le sujet tiers-lieu, ça touche la solidarité, l'économique, le numérique, la transition écologique, l'immobilier. Donc dans une... Et je n'ai pas tout traité, ça peut être l'apprentissage et l'éducation. Donc en fait, quand vous parlez de tiers-lieu, vous êtes exactement transversal de toutes les politiques publiques dans une collectivité, dans une région, dans un département, pour plus ce qui est social. Et donc vous avez l'obligation d'avoir une transversalité très forte. Le deuxième frein, il est de comportement et d'habitude comportementale, ce qu'on appelle les soft skills, dans lequel notre pays est assez en retard, pour ne pas dire très en retard. Et enfin, troisième typologie de frein, dans les territoires qui sont périphériques et dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est qu'on est en fait dans un pays où la prise de risque est faible. C'est que nous sommes un pays où le risque, on le demande de plus en plus aux personnes, on leur demande de se débrouiller ou de se mettre en mouvement, de se responsabiliser, d'agir, mais quand vous demandez aux institutions bancaires, assurances ou autres grandes institutions de prendre des risques, ou de laisser prendre des risques, par ailleurs, c'est de plus en plus compliqué. Pourquoi ? Parce que vous avez, suite aux réformes, enfin, suite aux crises précédentes de 2008, notamment 2007-2008, vous avez maintenant des contraintes pour les banques et pour les assurances qui sont considérables. Et quand vous regardez aux États-Unis, les prises de risque des acteurs économiques, elles sont beaucoup plus fortes. Et donc, pour les territoires que sont les quartiers prioritaires de la ville, que sont les quartiers un peu plus difficiles, amener des acteurs pour prendre des risques et façonner le futur en se disant on va produire un résultat, c'est extrêmement compliqué. Quand vous cumulez les 3 risques ou les 3 freins, évidemment, vous avez beaucoup de difficultés. C'est ce vers quoi on tente, ce qu'on a tenté, ou ce que, en tout cas, que moi j'ai tenté de mettre en lumière dans le rapport des mesures du gouvernement, qui a mis en place des outils. Maintenant, il faut que ça se mette en œuvre. Il ne suffit pas de les annoncer, mais il faut les mettre en œuvre. À la fois des outils d'investissement, à la fois des outils de subvention, d'amorçage, des moyens d'amorçage, d'investissement pour le fonctionnement, d'investissement sur les murs, donc de fonds d'investissement que Amundi a lancé avec l'ANRU, avec des outils en début de semaine. Donc c'est un panel qui répond aux problématiques multiples et précisément pour lever les freins. Voilà. Céline Léonardi, pour terminer, vous identifiez les mêmes freins ou pas ? Après, c'est très différent. On est un privé, donc on choisit nos localisations déjà dans le patrimoine Covivio et en fonction. Alors, on n'a pas pour ambition d'ouvrir plein de sites de Wellio partout. On travaille comme certains de nos concurrents. On travaille avec nos utilisateurs ou des utilisateurs potentiels pour choisir des emplacements qui leur correspondent. J'ai cité l'exemple d'Orange en début de conférence, c'est d'aller travailler avec eux sur un immeuble donné, de construire avec eux une solution qui leur convient. Donc, on n'a pas vraiment de frein à ce développement puisqu'on le choisit avec attention.
On est aussi très fiers de porter des initiatives comme celle de Bordeaux, qui a une dimension très différente et qui est plus dans le développement des territoires, où il va falloir aussi produire un effort d'aller chercher des utilisateurs et des entreprises pour les faire. Est-ce qu'une entreprise partirait de Paris pour aller s'installer à Bordeaux dans ce type de projet? C'est une question. Aujourd'hui, on voit très rarement des entreprises qui font ce choix-là, de partir de Paris pour aller en région. Donc il va y avoir un effort à faire de travail et de commercialisation de cet espace bordelais. Il faudra que les Bordelais soient plus accueillants. Aujourd'hui, on dit les Parisiens dehors, vous êtes à 2 heures de Montparnasse, rentrez chez vous. C'est le bureau de la Tribune Bordeaux qui me le dit. Ah bon, on a été très, très, très bien accueillis. On voit qu'il y a quand même des entreprises qui se questionnent pour revenir à Bordeaux. On voit aussi beaucoup d'initiatives qui se fait sur tout un tas d'associations ou autres qui poussent Paris je te quitte, à aider, à accompagner, à trouver de nouveaux emplois, etc. Donc il y a plein d'initiatives qui sont en marche. Donc des freins, après je n'identifie pas de freins à ce stade-là. Nous, on propose la complémentarité aussi bien en bail classique que justement ce côté flexible. Aujourd'hui, il y a un peu de réticence sur ces nouveaux modèles où justement derrière ce mot coworking ou tiers-lieu, il y a tellement de choses. Il y a bruit, inconfort, trop de monde, pas de sécurité, etc. Donc c'est des choses, la pédagogie qu'on fait pour expliquer les bénéfices que ça va permettre d'apporter aussi aux entreprises. Donc c'est pas mal de pédagogie finalement pour expliquer ce à quoi ça va servir, ce que ça peut permettre de faire, mais c'est surtout en testant finalement qu'on arrive à convaincre et les collaborateurs et les entreprises. C'est en venant dans un site le temps de 2-3 jours ou de venir mettre une équipe qu'ils comprennent pourquoi ils vont le faire et comment ils vont le faire chez eux. Il y a quand même pas mal d'entreprises qui viennent nous voir. Alors je pense que ils sont questionnés par toutes ces révolutions qui sont en marche sans savoir vraiment ce qu'ils doivent faire ou par quel biais ça va passer. Et finalement, ils ont l'impression que la réponse, c'est un peu l'immobilier, puisqu'on entend parler comme à la maison, le fameux baby-foot, etc., qui vient de nous voir en disant « j'ai un vrai sujet aujourd'hui de transformation, d'attractivité et de rétention des talents ». Attractivité, oui, et fidélisation des talents. Fidélisation des talents, et ça passe vraiment par l'environnement de travail. Donc comment est-ce que vous pouvez nous aider à le faire ? Et c'est après, c'est sur cet aspect-là qu'on va travailler. On va voir que très rapidement, ça va toucher tous les items qui ont été évoqués tout à l'heure. Et c'est pas que mettre de la déco, ça va bien plus loin que ça. C'est l'organisation, etc. Merci à vous deux.